Bonjour à tous et à toutes, ici Monsieur Marié pour votre continuité pédagogique en terminale enseignement scientifique. J'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui, on va terminer le thème sur l'énergie. On va faire le dernier chapitre. On va le commencer, le terminer aujourd'hui. La prochaine fois, on fera que les exercices, juste avant la date du contrôle. Et ce chapitre, du coup, il va davantage vous ressembler. Vous allez davantage l'aimer parce qu'il n'y a aucune formule à apprendre. Ce n'est que du raisonnement, que de la logique sur des documents. Donc, vous analysez un document. Vous en tirez l'information essentielle et vous répondez à des questions qui portent sur des documents. Donc normalement, ça devrait vous plaire. Il s'intitule Choix énergétiques et enjeux sociétaux. Donc c'est un chapitre en fait que on aurait pu faire dans pas mal de matières, qu'on pourrait débattre en histoire géo, en géopolitique, en SES, on pourrait le débattre en EMC, on peut le débattre en SVT. Et on peut le débattre en physique également. Donc c'est un sujet en fait qui est vraiment pluridisciplinaire. Et on va bien sûr appuyer légèrement sur la physique-chimie, mais vous allez voir qu'en vérité, il s'agit de quelque chose d'assez logique, d'un enjeu qui concerne beaucoup de domaines actuels et dont on va un petit peu parler dès à présent. Sur ce, commençons. Donc c'est le chapitre numéro 8, s'intitule Choix énergétiques et enjeux sociétaux. C'est une photo, il me semble, que j'ai pris de Pierre Latte. Si je ne me trompe pas, c'est une centrale nucléaire qu'il y a sur le bord du Rhône, qui est Pierre Latte, si vous voulez situer, c'est juste avant Valence. Si vous montez dans le nord, en direction de Lyon, Pierre Latte, c'est un petit peu avant Valence, il me semble. Ouais, c'est entre Montélimar et Valence. Voilà, entre Montélimar et Valence. Alors c'est soit Pierre Latte, soit Tricastin. Et Tricastin, c'est juste avant Montélimar. Donc voilà, si vous connaissez un peu la géographie de là-bas, c'est ainsi que c'est fait, et je m'attarde pas plus sur la géographie. Transition énergétique et enjeux climatiques et environnemental. Et grand A vers un régime durable. On va beaucoup écrire, je suis désolé, mais il n'y a pas beaucoup plus à faire dans ce chapitre. Donc, le fait qu'on utilise de manière massive des matières qui sont polluantes, c'est-à-dire tout ce qui est fossile et tout ce qui est nucléaire. Attention, le nucléaire, ça ne c'est pas quelque chose qui ne pollue pas. Ok, on a quand même des déchets radioactifs qui sont très polluants, surtout quand le baril, le contenant le déchet nucléaire a été mal isolé ou quand il a été endommagé. Donc, ça fait pas mal de décennies qu'on utilise la combustion de l'énergie fossile et qu'on utilise maintenant le nucléaire. L'énergie fossile, c'est depuis l'ère industrielle, donc du coup depuis la moitié du 19e siècle. Et le nucléaire, c'est déjà dans le civil, dans le militaire depuis 1945, et dans le civil depuis 1948. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on utilise ces énergies polluantes, et on a abrégé ça sous la forme depuis plusieurs décennies. Donc ça a conduit à des changements néfastes, et même parfois irréversibles sur l'environnement et le climat de la planète. On a bien vu qu'il y avait des zones qui étaient touchées de manière irréversible par des catastrophes nucléaires. Par exemple, toute la région de Pripyat en Ukraine, autour de Tchernobyl, on voit bien qu'il n'y a pas moyen d'y vivre. Et tout ce qui est combustion d'énergie fossile, on a vu que le réchauffement climatique commençait de plus en plus à avoir des répercussions sur la hausse du niveau de la mer, par exemple, ou sur des montagnes qui avant étaient plus ou moins enneigées, qui maintenant ne le sont plus, ou des neiges éternelles qui commencent à fondre, des glaciers qui commencent à se disloquer dans les pôles. Bref, on voit bien qu'il y a des changements climatiques majeurs et irréversibles qui commencent à s'opérer. Les sociétés, du coup, se retrouvent dans l'intérêt et dans la nécessité de réaliser une transition de l'énergie qu'on consomme et surtout qu'on produit actuellement vers un régime un peu plus durable, vers quelque chose qui va permettre à cette société de s'épanouir sans dégrader son environnement qui est déjà passablement dégradé. B. Choix effectué. Il va falloir savoir que ici, c'est pas parce que je suis prof de physique chimie que je vais vous dire ce qu'il va falloir faire, sinon on est des milliers en France à pouvoir le dire. Non, ici ce qu'on va essayer de faire, c'est un espèce de constat, de dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui ne peut pas être fait, et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. C'est plutôt par élimination que la solution se dégage d'elle-même, mais il faut savoir que même si le choix est évident sur l'aspect écologique, il ne l'est pas du tout sur l'aspect financier, et personne ne veut faire le premier pas pour conserver ses capitaux malheureusement. Donc, choix effectué, on doit tenir compte de plusieurs paramètres, de plusieurs critères qui sont
la connaissance, la disponibilité des ressources. Donc, est-ce qu'on a assez de ressources pour faire telle ou telle innovation? Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que cette ressource-là qu'on a à profusion, est-ce que celle-là, on sait l'utiliser? Et je vais vous parler d'un cas que je connais, par exemple, en nucléaire. Eh bien, l'uranium qu'on utilise actuellement, c'est la version qui s'appelle 238, c'est l'isotope 238. Et majoritairement, la version qu'on extrait du sol, c'est le 235, malheureusement, qu'on ne peut rien faire avec. Et ben, cet uranium, en fait, on le stocke, on ne sait pas quoi en faire. Et on ne sait pas quoi en faire, et donc du coup, ben, on l'a à profusion, mais on ne sait pas l'utiliser. Voilà, donc là, on n'a pas la connaissance de la ressource. Par contre, par exemple, en Inde, ils ont beaucoup de thorium 232, et bah, jusqu'à maintenant, on ne savait pas faire. Et de plus en plus, on s'intéresse au thorium parce qu'on commence à développer quelque chose qui va savoir du coup l'utiliser. Et de ce fait, eh bien, la connaissance, plus la disponibilité de la ressource, va donner du coup un enjeu crucial pour le développement de réacteurs dans l'optique d'utiliser cette ressource qui était avant bah, non valorisable et qui maintenant devient d'intérêt majeur. Deuxièmement, maîtrise des besoins et des impacts. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a maîtrisé ce besoin? Est-ce qu'on arrive à quand même niveler ce besoin? De dire, voilà, par exemple, toute ma population, il faut, je sais pas, 1 terawatt pour l'alimenter en puissance électrique. Est-ce que je peux pas maîtriser mon besoin et faire que bah, les centrales que j'ai déjà construites et qui sont en fin de vie pendant encore, allez, une dizaine d'années, est-ce que je peux pas tirer un peu dessus et donc du coup maîtriser le besoin que j'ai vraiment à apporter là maintenant aux alentours de 500 gigawatts à la place. Voilà, ça c'est une maîtrise du besoin. C'est-à-dire que j'ai un besoin brut et je vais essayer de le niveler pour correspondre à ce que j'ai déjà. Pour correspondre à ce que j'ai déjà choisi d'utiliser par le passé, etc. Et les impacts, bah, c'est tout simplement, est-ce que je maîtrise les impacts que l'énergie que je produis actuellement et bah, met en place sur mon climat, sur l'écologie, sur l'aspect sanitaire et sur l'agriculture, par exemple. Est-ce qu'une centrale nucléaire, par exemple, ben, c'est cool au niveau écologique? Qu'est-ce qui se dégage des cheminées? Est-ce que c'est nocif? Est-ce que sur le climat, par exemple, c'est un comportement néfaste ou pas? Est-ce que écologiquement, c'est néfaste quand on rejette de l'eau, par exemple, dans un cours d'eau, etc. Tout ça, ça doit avoir du coup un regard et du coup, ça doit aussi avoir une réflexion. Par exemple, sanitairement, une centrale nucléaire, c'est pas sale. C'est pas sale, ça rejette de la vapeur d'eau par ses cheminées. Donc écologiquement, c'est nul, parce que la vapeur d'eau, je vous rappelle, c'est un gaz à effet de serre. Donc écologiquement, ça réchauffe, enfin ça augmente l'effet de serre, donc c'est nul. Par contre, au niveau de l'agriculture, normalement, ça ne rejette rien. Au niveau sanitaire, ça ne rejette rien. Sauf catastrophe, et bien évidemment. Par contre, niveau climatique, oui, effectivement, là, avec l'effet de serre, c'est pas cool. Et niveau écologique, est-ce que rejeter de l'eau chaude dans un cours d'eau qui à la base a une température donnée n'est pas néfaste du coup pour bah, l'écosystème qui se développe dans le fleuve à côté? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser. Bon, ça par contre, j'ai pas la réponse. Vulnérabilité et gestion des risques. Est-ce que ben, le truc que je vais développer là, il est vulnérable? Est-ce que aux intempéries, est-ce que des gens mal intentionnés, est-ce que c'est vulnérable? Vous allez voir qu'en général, sur une centrale nucléaire, il y a plein de militaires qui vous laissent pas rentrer, qui rigolent pas du tout avec vous. Et gestion des risques, du coup, est-ce que je sais gérer les risques qu'il peut potentiellement y avoir? Non pas de gens mal intentionnés, là, cette fois-ci, mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas des risques par rapport à des normes sismiques, par exemple? Là, on pense à Fukushima. Eux, ils n'avaient pas cette gestion du risque sismique, ou du raz-de-marée, hein, bien sûr, qui découle d'un séisme. Faisabilité, conséquences économiques et sociales, bah, est-ce que c'est faisable au niveau du coût, mais est-ce que aussi ça va avoir des conséquences économiques sur une région donnée et socialement, est-ce que ça va avoir une conséquence sur une région donnée? Il faut savoir que quand vous développez une centrale nucléaire quelque part, eh bien vous avez peut-être des éleveurs qui ne vont plus développer là-bas. Par contre, vous avez création de plein d'emplois qui vont tourner de près ou de loin cette centrale, bien entendu. Donc du coup, une fois qu'elle est désaffectée et démantelée, du coup, il y a tout un secteur qui devient un petit peu pauvre en emploi. Ça, il faut y penser aussi à l'après. Bref, vous voyez qu'il y a plein de choses à penser là-dessus. L'analyse de ces paramètres conduit à un mix énergétique. On va voir qu'en fait, n'importe quelle énergie ne suffit pas à elle-même, même si elle est propre, même si elle est sale, à combler les besoins énergétiques à 100% d'une population sur un territoire.
Et du coup, eh bien, l'utilisation de plein de modes d'énergie différents vont permettre à un besoin d'être satisfait et à une écologie d'être plus ou moins respectée. Donc du coup, on va avoir des effets négatifs qui vont être minimisés par le mix en fait de l'apport énergétique, du mode de production énergétique que vous allez solliciter. La transition énergétique doit également s'appuyer sur une modification des comportements individuels et collectifs. Ça veut dire que la consommation et les déplacements de relations entre pays dans le cadre de la mondialisation vont devoir essayer de prendre un autre tournant. Ça veut dire que bon, l'énergie fossile, il va falloir se calmer un petit peu dessus, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Cependant, prendre un jet privé pour aller négocier un contrat de chef d'État à l'autre bout du monde, ça va 5 minutes. Quand vous allez faire un coucou dans un pays pour dire vous avez vu, on vous a vendu un jet, je vais pas cracher sur nos politiques parce que c'est un taf monstrueux, mais c'est un taf qui pourrait être fait autrement. Dans le sens où prendre un jet pour aller juste faire coucou à une nation et renforcer des liens diplomatiques, on a inventé le téléphone maintenant. Je pense que ça peut se faire aussi comme ça. C'est beaucoup moins polluant pour la planète et de toute façon, au bout d'un moment, l'avion il devra voler autrement qu'au kérosène vu qu'il n'y en aura plus. Donc, trouvez dès maintenant une solution diplomatique, si je peux m'exprimer ainsi. 2. Solutions actuelles. Et grand A, des modes renouvelables. Les principaux modes d'exploitation des sources énergétiques renouvelables, actuellement, ce sont les panneaux solaires et les éoliennes. Il y a aussi les centrales géothermiques, on l'a vu dans le précédent chapitre, et vous avez aussi quelque chose dont on n'a pas encore parlé dans nos cours, ce sont les méthaniseurs. C'est des choses qui prennent le méthane et qui en tirent du coup une énergie. Ces modes de production limitent considérablement les effets néfastes des ressources non renouvelables. Émissions de gaz à effet de serre, par exemple, CO2, méthane, protoxyde d'azote, ozone, vapeur d'eau. Mais aussi les déchets radioactifs, parce qu'il y a un problème de stockage et de recyclage. Je vous rappelle que tout ce qui est mode de production d'énergie à base d'énergie fossile vont rejeter des gaz à effet de serre, comme le méthane, comme le CO2, etc. Et tout ça, c'est ultra mauvais pour la planète. Donc, forcément, il faut essayer de trouver un autre mode de production. Les panneaux solaires et les éoliennes, par exemple, ou les centrales géothermiques, pendant leur fonctionnement, n'émettent pas de CO2, n'émettent pas de gaz à effet de serre. Sauf la centrale géothermique, je crois qu'elle émet un petit peu de vapeur d'eau quand même, hein, faut pas déconner. Il me semble qu'elle émet un peu de vapeur d'eau, mais les panneaux solaires et les éoliennes, pendant le fonctionnement, aucun gaz à effet de serre émis. Néanmoins, souvenez-vous du chapitre d'avant, pour installer et recycler un panneau solaire, une éolienne, et bien du coup il va falloir faire appel à des entreprises qui, elles, vont fonctionner avec l'énergie fossile pour les grues, pour le montage, l'acheminement par camion, etc. Et donc, quand même des gaz à effet de serre qui sont à déplorer dans le bilan carbone lors de l'installation, du démantèlement de l'installation de production d'énergie. Et pour les centrales nucléaires, en plus, il y a une gestion des déchets radioactifs. Parce que actuellement, le seul truc qu'on sait faire sur les déchets radioactifs, il y a un peu de recyclage quand même. Le combustible nucléaire, il est utilisé qu'à 13%, il me semble. Il n'y a que 13% qui peut pas, qui est dégradé vraiment. Et vous avez un gros 87% qui va devoir être recyclé pour être réinjecté en réacteur sous forme de combustible neuf. Et bien, du coup, il y a un recyclage qui est fait, mais il n'est pas ultra effectif, il n'est pas ultra efficace. Et les déchets qu'on ne peut vraiment pas recycler ou transmuter, donc ça c'est un truc que je vous apprendrai pas, mais tout ça en fait qu'on ne peut vraiment rien faire, on n'a rien trouvé de mieux que de les enterrer de manière très profonde et de longue durée. C'est-à-dire que si quelqu'un creuse dans 300 ans là-dedans, ça peut potentiellement faire des dégâts. Donc du coup, tout ça c'est un problème. Le stockage on sait faire, le stocker efficacement, ça reste beaucoup plus tendu. Voilà, et sinon, il y a aussi les dangers liés au mode de production. Je veux dire, une centrale nucléaire, il y en a eu deux qu'on a lourdement parlé, en 86 et en 2011, en le nom de Tchernobyl et Fukushima. Et depuis, les populations, elles ont quand même assez peur de ce genre de choses. Donc, le nucléaire, pendant que ça marche, pas de CO2, pas de gaz à effet de serre, à part la vapeur d'eau, excusez-moi du peu, mais ce n'est pas parce que le nucléaire prétexte, qu'il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre type CO2, méthane, etc., qu'il est propre. Vous avez quand même les barils de déchets radioactifs qui sortent tous les jours de l'usine. Faut quand même les considérer. Sinon, en France, en activité, c'est 58 réacteurs nucléaires,
Et ces 58 réacteurs nucléaires fournissent environ 23,13 gigawatts. Contre 25,4 d'hydraulique et 8,5 du photovoltaïque, sachant que le photovoltaïque ça ne marche pas la nuit, et ça ne marche pas les jours où il fait pas beau. Donc du coup, finalement, nucléaire et hydraulique, ça envoie quoi, hein, ça envoie calculer, hein, la somme des deux fait 10 fois ce que fait le photovoltaïque, et il le fait tout le temps. Donc du coup, c'est quand même un mode de production qui n'est pas tout à fait sain, nucléaire, je suis d'accord, mais actuellement, si on venait arrêter d'un coup de clé là, sachant que c'est pas possible, je vous l'ai expliqué, mais si on venait arrêter d'un coup de clé toutes les centrales nucléaires de France, eh bien, on va être nombreux à installer un vélo et à pédaler pour se chauffer l'été, enfin l'hiver, et s'éclairer la nuit. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Votre panneau solaire Veolia là sur votre toit, ça couvrira pas vos besoins pour la journée. Ça, je peux vous l'assurer. Les limites, du coup, c'est que chaque mode d'exploitation de manière renouvelable présente un défaut majeur, c'est son intermittence. Le photovoltaïque, ça ne marche pas les jours où il fait pas beau, ça ne marche pas la nuit. L'éolien, si ça souffle pas le vent, eh bien, ça ne produit pas d'électricité. Ça, c'est clair et net. Donc, du coup, clairement, il y a quelque chose qui vient à manquer. Et pour les énergies fossiles, eh bien, vous avez quand même une perte de tout ce qui est matière première. Donc, du coup, ça va pas pouvoir continuer à se faire. Et même le nucléaire, comme on le connaît maintenant, ça ne va pas pouvoir continuer à se faire. L'uranium 238 vient à s'appauvrir considérablement dans la croûte terrestre. Donc du coup, à moins qu'on trouve une nouvelle mine quelque part, et de toute façon, inexorablement, on finira par tout épuiser. Donc il va falloir trouver autre chose. Ces inconvénients spécifiques à chaque ressource confortent la nécessité du mix énergétique. Il va falloir du coup trouver quelque chose qui va pouvoir être à base de non renouvelables, et qui va se mixer avec du renouvelable, le temps qu'on ne trouve pas un moyen d'exploiter de manière plus efficace le renouvelable qu'on a à disposition. Le mix énergétique du futur se compose d'une accumulation de multiples sources d'énergie électrique à différentes échelles, de la centrale hydroélectrique aux panneaux photovoltaïques sur les maisons. Et dans ce réseau complexe, chaque résidence est à la fois source et consommatrice d'énergie électrique. Ça, de toute façon, je pense que vous ne m'aviez pas attendu pour avoir cette réponse. La réponse à l'enjeu énergétique de demain, c'est un mix énergétique. On ne peut pas faire autrement que de mixer des énergies. Le total nucléaire, c'est pas possible. Le total éolien, le total une seule énergie, un seul type d'énergie, ce n'est pas possible. C'est impossible. Soit vous ne produisez pas assez, soit vous ne produirez pas tout le temps, soit vous ne pouvez pas avoir votre matière première qui arrive de manière continuelle. Ok ? Donc soit vous allez avoir un épuisement de la matière première, soit vous allez avoir votre matière première, vous allez falloir attendre pour avoir à nouveau la matière première. Le cours est terminé. On passe maintenant aux exercices qu'on a fait avec le premier groupe. Donc du coup, je le corrige en même temps pour le premier groupe. Et comme ça, la semaine prochaine, on va pouvoir attaquer de nouveaux exercices. Donc, le premier exercice qu'on va faire ensemble, c'est le 5, page 176. Est-ce que la France, est-elle climato-compatible ? On lit un peu l'énoncé vite fait et on va vous dire, du coup, expliquer pourquoi le parc électrique hexagonal de la France, entre 2017 et entre 2018, n'émet que 50 grammes de CO2 par kilowattheure. Et est-ce courant ? Eh bien, la France, quand vous regardez, effectivement, elle produit avec du nucléaire, elle produit avec de l'hydraulique, elle produit avec de l'éolienne, avec du solaire, avec des bioénergies. Tout ça, ça ne produit pas de CO2. Donc, la seule énergie qui va produire du CO2, c'est le thermique fossile. Et donc, vu que ça correspond à une très petite partie du mix énergétique actuel français, eh bien, ce n'est pas étonnant que la France n'émet pas beaucoup de CO2 par kilowattheure produit. Est-ce courant ? Eh bien, non. Non, c'est pas du tout courant dans le monde, c'est un cas assez unique. Parce que la France, par rapport à sa surface, est l'un des plus grands parcs nucléaires du monde. Il n'y a que les États-Unis qui ont plus de centrales nucléaires que nous. Et les États-Unis sont beaucoup plus grands, ont beaucoup plus de besoins. Et donc en pourcentage, c'est beaucoup plus petit. La France est vraiment, vis-à-vis de la proportion de besoins énergétiques et dans son mode de production nucléaire brut, c'est vraiment le pays qui compte le plus sur ce mode de production. Et du coup, on est assez unique dans le monde. 2. Justifier le fait que le développement récent de l'énergie éolienne n'ait pas conduit à une hausse de ses émissions. Eh bien, produire plus avec les éoliennes, ça veut dire qu'on les a implantées.
Ça veut dire que du coup maintenant elles fonctionnent. Ça veut dire que pour l'instant, là tout de suite, vu qu'elles ne sont pas en démantèlement, qu'elles ne sont pas en installation, qu'elles sont en fonctionnement, eh ben elles n'émettent pas de CO2. Donc ce n'est pas étonnant que le développement récent de l'énergie éolienne n'ait pas conduit à une hausse des émissions. En déduire pourquoi ce ne serait pas la même chose dans le cas d'un déploiement d'ampleur des énergies renouvelables. Eh bien si on commence à implanter plein d'éoliennes, plein de solaires, etc., effectivement, on va commencer du coup à compter que sur ces trucs-là. Hein. Vraiment, c'est vraiment la question, elle est mal posée. Hein, mais là, ce qu'on veut vraiment de la part de l'élève, c'est qu'est-ce qui se passerait du coup dans le cas où on déploie vraiment massivement les énergies renouvelables. Et donc, on va laisser tomber les énergies non renouvelables. Ça veut dire plus de thermique, plus de nucléaire. Et bien, du coup, on va compter quoi sur 100% de hydraulique, éolien, bioénergie, solaire. Et du coup, on va devoir avoir de l'intermittence. On va voir de l'intermittence en fait, de la production entre l'éolien et le solaire. L'hydraulique, ça va continuer, mais ça va pas suffire. Et les bioénergies, c'est pareil. Donc du coup, on va avoir besoin de recourir à des énergies fossiles à nouveau. Et donc, on va réémettre du CO2. C'est normal. Voilà. Si on arrête le nucléaire maintenant, c'est triste à dire, parce que c'est pas une énergie qui est saine actuellement. Hein. Les déchets nucléaires sont très mauvais. Mais si on venait arrêter le nucléaire maintenant, eh bien on constaterait une forte hausse du CO2 émis par kilowattheure produit en France. Ça, c'est indéniable. 4. L'usage du nucléaire pose cependant un problème d'acceptation pour les riverains. Eh bien, c'est simple. Dites-vous que demain, vos parents vous disent « Chouette, on a été muté, on va aller vivre à côté d'une centrale nucléaire. » Je ne sais pas si ça vous enchante, mais forcément, quand vous êtes à côté d'une centrale nucléaire, ça veut dire que s'il y a une fuite, tout ce qui est nappe phréatique, tout ce qui est cours d'eau, qui alimente du coup tous les légumes, tous les producteurs agricoles aux alentours, les vins et toutes les récoltes de tout en fait vont être du coup impactées par cette pollution radioactive. Si jamais il y a une catastrophe, vous êtes les premiers impactés par l'explosion, par la retombée du nuage radioactif, etc., etc. En fait, vivre à côté d'une centrale nucléaire, c'est vivre à côté d'un risque potentiel. Et donc du coup, forcément, les riverains ont peur de vivre à côté de quelque chose qui peut potentiellement conduire à un possible accident ou une possible catastrophe. La dernière, elle date de 2011, ça fait que 10 ans que Fukushima a explosé, et donc c'est encore frais dans les mémoires, c'est encore possible de se produire, et tout ça, en fait, ça va impacter l'acceptation de vivre à côté d'une centrale nucléaire ou pas. Donc ça, c'est très très important, l'acceptation de vivre à côté de ce genre de choses. Le 6, page 176. C'est la même chose, mais cette fois-ci, on va s'attaquer du coup au bilan énergétique de l'Allemagne. Et l'Allemagne, on vous dit que le taux d'émission de CO2 par kilowattheure est entre 400 et 600 grammes selon les années, alors qu'il est autour de 50 grammes en France. Qu'est-ce qui explique un taux de CO2 multiplié par un facteur 10 chez nos voisins allemands? Regardez, je veux dire, il y a quand même une consommation d'énergie à base de charbon, il y a une production d'énergie à base de charbon qui est de 40%. 40% de l'énergie qui était produite par l'Allemagne en quelle année? C'est pas marqué. Mais 40% de l'énergie produite par l'Allemagne est d'origine charbon. Et ensuite, vous avez encore 12-13% en plus de fossiles. Donc du coup, tout ça, en fait, ça conduit à une majorité, ça fait plus de 50%, qui provient d'énergie fossile, de combustion et d'émetteurs de gaz à effet de serre. Donc forcément, le bilan carbone de nos voisins allemands est bien supérieur au nôtre, et c'est entièrement normal. Cet écart ne devrait cependant être encore... Cet écart devrait cependant être encore plus important. Pourquoi cela n'est-il pas le cas? Il y a quand même aussi une forte part d'énergie renouvelable. Donc du coup, il y a quand même une compensation de nos amis allemands sur de l'éolien, du panneau solaire, de l'hydraulique et de la géothermie. Donc, quelque part, quand même, on n'est pas non plus sur un bilan qui est affreux niveau carbone. C'est pas comme si les Allemands faisaient 100% de charbon. Okay, on est sur un bilan qui n'est pas aussi important qu'attendu. L'Allemagne n'utilisera plus de nucléaire en 2022. Qu'est-ce qui a pu peser cette décision?
Eh bien en fait, c'est tout simplement la peur du riverain. Comme j'expliquais juste avant, le rejet du nucléaire chez les Allemands, il arrive depuis quelques années, ça fait déjà 10 ans que les Allemands ont prévu de ne plus faire de nucléaire d'ici 2020, c'était repoussé en 2022. Mais les Allemands, en fait, en avaient marre un petit peu d'avoir des déchets radioactifs qui arrivaient chez eux pour retraitement. Ils veulent plus gérer tout ça. Après, ce qui s'est passé à Fukushima, ils ont complètement décidé d'arrêter le nucléaire chez eux aussi, parce que les Japonais aussi arrêtent le nucléaire. Donc du coup, tout ça, en fait, conduit à une peur de la population qui se retrouve ensuite dans les urnes, forcément. Ils vont voter pour les partis ou pour les représentants qui prônent la sortie du nucléaire. Et donc la volonté du peuple se fait entendre par la démocratie et par une peur qui est partagée par la majorité des gens qui se retrouvent dans cette idée. Vous voyez, quand je vous ai dit que le MC ou de la SES aurait pu très largement aussi du coup s'enquérir de ce genre de sujet, et c'est vraiment intéressant d'avoir cette pluridisciplinarité en enseignement scientifique. Alors, ici, vous avez du coup 3 frises, un gros texte, on ne le lit pas, on va directement aux questions, on va gagner du temps. Ça, je vous le dis à chaque fois quand vous faites un sujet type bac, et je vais vous le prouver ici, je ne l'ai pas lu. 1A. Rappelez ce que sont les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, c'est tout simplement des énergies dont la matière première s'épuise moins vite que par le biais où elle est produite. C'est-à-dire que si on produit 50 grammes de machin qui va servir à alimenter un réacteur, eh bien, si le réacteur ne consomme que 20 grammes, alors cette ressource est renouvelable, vu qu'on la produit plus vite que ce qu'on l'utilise. Et c'est vrai aussi pour les énergies qui arrivent en flux, comme le solaire et l'éolien. À chaque fois, la ressource revient et n'est pas consommée quand elle est utilisée, donc du coup, elle est renouvelable. L'énergie solaire, c'est quasiment infini, et le vent, identique, ça revient à chaque fois, le vent, donc du coup, ce n'est pas consommé quand ça fait tourner les éoliennes, donc c'est une ressource renouvelable. Les énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien sont disponibles en quantité illimitée, à l'inverse des énergies fossiles et je ne l'ai pas mis, des combustibles nucléaires. 1B. Quel est leur principal intérêt? Eh bien, le principal intérêt des énergies renouvelables, c'est que, déjà, on n'a pas à craindre qu'ils viennent à court, on n'a pas d'épuisement de la matière première, et on n'a aucune émission en CO2 pendant la durée de fonctionnement de leurs installations. 2A. Pourquoi offre-t-elle une alternative intéressante aux hydrocarbures? Eh bien, parce que les hydrocarbures ne seront bientôt plus disponibles et que c'est beaucoup moins polluant. B, à l'énergie nucléaire, eh bien, elles offrent une énergie intéressante et sécuritaire qui va rassurer l'esprit public et donc du coup les mettant ainsi plus en confiance. Les gens vont préférer vivre à côté d'une éolienne, en dessous d'un panneau solaire, plutôt qu'à côté d'une centrale nucléaire. Ça, c'est un fait. Même si, attention, l'éolienne, ça fait pas mal de bruit et beaucoup plus de gens actuellement sont contre l'éolien au-dessus de leur maison. Ça, il faut le savoir. Vous voyez qu'on a répondu déjà à 4 questions, on n'a toujours pas lu le document. 3. Dans les scénarios présentés, ces énergies changeront-elles le paysage énergétique mondial? Ah, là par contre, il faut regarder le document. Donc on a un scénario 2030 et un scénario 2030. Donc on regarde un petit peu les frises. Effectivement, on a une hausse de la biomasse dans le scénario numéro 2. On a une hausse de l'hydraulique, non, du gaz naturel dans le scénario numéro 2. Et de l'hydraulique dans le scénario numéro 2. Donc ça, c'est un scénario type Greenpeace. Et le scénario numéro 1, c'est l'Agence internationale de l'énergie, donc l'AIEA. L'AIE. L'AIEA, c'est pour le nucléaire seulement. Et donc, on voit bien que le pétrole diminue. On voit bien que le nucléaire, chez Greenpeace, il n'y en a plus. Bref. Toujours le même combat de Greenpeace. Alors, 3. Dans les scénarios présentés, ces énergies changeront-elles le paysage énergétique mondial? Eh bien, en vérité, si vous regardez bien, les énergies renouvelables ne changeront pas vraiment le paysage énergétique mondial. Parce que si vous regardez bien le bilan le plus ambitieux, celui de Greenpeace, eh bien vous voyez que seul un tiers de la consommation énergétique de 2030 proviendra des énergies renouvelables et que les énergies fossiles finalement continueront à fournir plus de 2 tiers de la consommation mondiale. Donc même Greenpeace en fait, qui vous font signer des pétitions contre le nucléaire, etc., et en fait, même eux n'ont pas une solution qui va pouvoir, à plus de 33%, vous fournir une électricité propre. Et ça, bien, du coup, c'est quelque chose que vous devez savoir avant de lire ce genre de choses. Numéro 4.
si l'on ne peut en augmenter fortement le pourcentage d'utilisation? Sur quel autre levier faudra-t-il jouer pour réussir la transition écologique? Eh bien en fait, le principal débat doit porter sur comment économiser l'énergie qu'on a déjà en fait produite. Si jamais on a utilisé toutes les ressources énergétiques nucléaires et fossiles afin de produire de l'énergie, eh bien le vrai potentiel qu'on aurait pour plus tard, c'est de réussir à conserver cette énergie qu'on a produite, non pas la gaspiller. Plus tard on aura le besoin d'augmenter la production d'énergie ou l'efficacité de la production d'énergie, et plus on aura le temps du coup de développer des éoliennes qui fonctionneraient peut-être mieux en termes de rendement, des panneaux solaires qui fonctionneraient peut-être mieux en termes de rendement, et des énergies renouvelables qui fonctionneront peut-être mieux en termes de rendement énergétique tout simplement. Et je pense surtout à la biomasse qui commence à avoir de plus en plus d'applications dans le domaine de la chimie, et utiliser la biomasse dans le but de faire des biocarburants, etc., c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans la recherche et qui va être de plus en plus ciblé par l'innovation pour être de plus en plus efficace. Et ça va être le vrai intérêt de plus tard. J'ai pas fini. Numéro 5. Quel élément permet de rester cependant optimiste sur l'augmentation de leur pourcentage d'utilisation? Eh bien en fait, les productions d'énergie verte doivent augmenter si l'innovation vient à leur secours, car elles possèdent un fort potentiel, et c'est ce que je disais juste avant que la biomasse, justement, c'est que là, l'innovation s'intéresse beaucoup à la biomasse. C'est des sujets de recherche qui sont de plus en plus nombreux, hein, de plus en plus de thèses se font là-dessus, et du coup, la biomasse est vraiment au cœur de l'intérêt de la chimie actuelle et de la production de biocarburants de nos jours. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo un petit peu longue vous aura plu. Elle fait une demi-heure, je m'en excuse, mais il y avait énormément de choses à dire, beaucoup de pluridisciplinarité, et donc du coup, pas mal de choses qu'il y avait à dire. Je vous rappelle l'exercice qu'on a corrigé aujourd'hui, c'était le 5, 6 et 8, page 176, qu'on aurait dû faire en classe du coup aujourd'hui, mais vu que je suis à la maison, en mesure conservatoire, eh bien vous devez le faire seul, mais on les a corrigés. J'espère que vous avez mis sur pause et essayé de les faire. Même si je ne l'ai pas dit, tant pis. Et la prochaine fois, du coup, retour en présentiel et on fera les exercices ensemble. Et si je rêve à trouver un sujet bac, on le fera aussi ensemble. Sur ce, travaillez bien. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo jusqu'à la fin et à la semaine prochaine.